C'est la région des montagnes rocheuses et des grandes plaines. Mais aussi d'immenses dunes de sable et d'étranges formations qui ensorcellent les mélomanes. Dans le Colorado, les aventuriers repoussent leurs limites. Là où des hommes ont cherché de l'or, d'autres marchent sur les traces de héros disparus. Des ingénieurs défient les lois de la pesanteur. Des animaux sauvages arpentent les vallées alpines. Des hommes se mesurent à des pics meurtriers. Le Colorado est aussi une terre d'histoire, celle d'une petite ville minière devenue l'une des plus grandes métropoles de l'Ouest américain. Entre les pistes de ski et les hauts sommets des Rocheuses, c'est ici que la Continental Divide, la ligne de partage des eaux, sépare l'Amérique du Nord en deux. Cet État, c'est le Colorado. En 1858, William Green Russell, un mineur de l'État de Géorgie, entend une rumeur intrigante. Des Indiens Cherokees auraient trouvé de l'or dans un ruisseau au fin fond du Colorado. Russell décide d'aller vérifier par lui-même et se met en route avec 6 compagnons. Beaucoup rejoignent le groupe en chemin, mais peu vont jusqu'au bout. Russell persévère et trouve de l'or à son tour. Le bruit court rapidement à travers le pays et des milliers de prospecteurs se ruent vers le Colorado. La plupart s'orientent vers la zone que les géologues appellent la ceinture minéralisée du Colorado. Et sous les montagnes rocheuses se trouve un gisement d'or et d'argent. Cette ceinture de minerais traverse l'État du nord-est au sud-ouest. À cette époque, il fallait creuser à la main par tous les temps. Les chercheurs d'or vivaient dans des camps surpeuplés et la compétition était rude. C'était le cas dans la petite ville minière de Telluride, construite en 1878 au fond de ce canyon étroit. Aujourd'hui, Telluride est surtout connue pour être la résidence secondaire de Tom Cruise ou Ralph Lauren. Mais à l'époque, la ville attirait les prospecteurs avides, les investisseurs en tout genre et les hors-la-loi. En 1889, Butch Cassidy commet son premier gros hold-up en dévalisant une banque de la ville. Il repart avec un butin équivalent à 370 000 € actuels. Lorsque George Roy Hill réalise le film Butch Cassidy et le Kid, il choisit cet endroit pour tourner une scène d'anthologie. Des trains traversent ce canyon au sud de Telluride depuis la fin du 19e siècle. Aujourd'hui, la compagnie de chemin de fer ne transporte plus que des férus d'histoire et des touristes. Au temps de Butch Cassidy, elle acheminait l'or et l'argent extraits des montagnes rocheuses. Dans le film de 1969, Paul Newman et Robert Redford arrêtent le train en marche et font sauter le wagon postal.
et le contenu du butin s'éparpille sur la voie ferrée. Le chemin de fer arrive à Telluride en 1890. C'est le début de la prospérité et d'un formidable boom immobilier. Une rue commerçante typique du 19e siècle a été construite à cette époque. Un festival de cinéma réputé s'y déroule désormais tous les ans. Le train ne va plus jusqu'à Telluride. Pour y accéder, il n'y a qu'une route et une piste d'altitude. Les grandes heures de la ruée vers l'or sont depuis longtemps révolues. La plupart des villes minières ont été désertées quand les minerais ont commencé à manquer. Mais l'une d'elles a connu une véritable renaissance pour devenir la capitale américaine du ski, Aspen. Elle tient son nom des arbres locaux, les peupliers trembles, appelés Aspen Trees en anglais. À la fin du 19e siècle, la ville possédait les mines d'argent les plus productives du pays. Quand le gouvernement a cessé de les exploiter, elles ont fermé presque du jour au lendemain. Un entrepreneur bien inspiré a décidé de donner un nouveau visage à la ville qu'il a transformée en station de ski. Il y a de nombreuses stations dans les Rocheuses, comme Telluride, Copper Mountain ou Steamboat Springs. Mais Aspen a été la première à faire la réputation du Colorado comme destination de sport d'hiver. La station compte 4 pistes principales. Hors saison, elles sont envahies par les parapentes. Le survol des montagnes offre des paysages spectaculaires et une vue sur les villas de luxe locales. De nombreuses personnalités se sont installées à Aspen. À l'extérieur de la ville, au fond de cette vallée étroite, se trouve le domaine de l'acteur Kevin Costner. Certains de ses voisins sont aussi connus, comme Jack Nicholson. Mais tout le monde ne vient pas à Aspen pour apercevoir les stars ou descendre les pistes. Certains préfèrent se mesurer à 2 des sommets les plus dangereux des États-Unis. Pour les touristes, ces pics appelés les Maroon Bells sont des curiosités géologiques. Mais pour les alpinistes, ce sont des pièges redoutables. C'est la zone montagneuse la plus photographiée du Colorado. Mais cette beauté singulière est trompeuse. Il suffit de faire un pas sur ces pentes pour le découvrir. Le sol peut se dérober sous les pieds des randonneurs et les précipiter dans le vide. Un avertissement est affiché sur la montagne. Méfiez-vous des Maroon Bells. Elles peuvent tuer sans prévenir. La roche est friable et instable. La neige est un champ de mines. Les crevasses, des pièges mortels. Ces montagnes laissent rarement une seconde chance. En 1965,
8 personnes ont trouvé la mort dans 5 accidents différents. Une année tragique qui a valu à ses pics le surnom macabre de Deadly Bells, les cloches mortelles. Cette région du Colorado recèle de nombreux trésors, et notamment des traces d'animaux fascinants qui peuplaient les Rocheuses à l'ère glaciaire. Le 14 octobre 2010, dans le village de Snowmass près d'Aspen, le conducteur d'un bulldozer fait une découverte étonnante: les ossements fossilisés d'un mastodonte. Les paléontologues se sont précipités sur les lieux pour exhumer ces trésors préhistoriques. En 70 jours, ils ont retourné 7000 tonnes de terre et déterré 4500 fossiles de plus de 40 espèces différentes, dont un mammouth de Colombie, des rats musqués, des paresseux, des chevaux, des dromadaires et des oiseaux. Il y a des dizaines de milliers d'années, l'emplacement actuel du lac artificiel de Ziegler était un lac naturel. Les animaux venaient sans doute s'y désaltérer, mais la raison de leur disparition en masse reste un mystère. Certains parlent d'un tremblement de terre qui aurait transformé le sol en sable mouvant et englouti les animaux. Mais aucune hypothèse n'a été confirmée. Aujourd'hui, ces bulldozers sont les seuls mastodontes sur ces pentes. Les fossiles ont été confiés au musée d'histoire naturelle de Denver, où ils sont exposés et étudiés. Près de la source de la rivière Crystal se cache un autre trésor. Il ne s'agit ni de minerais, ni de fossiles, mais d'un gisement de marbre d'une grande pureté. En 1874, un ingénieur des mines nommé George Yule a découvert du marbre dans le comté de Gunnison. Plus tard, la famille Rockefeller investira des millions pour exploiter ce gisement. La particularité du marbre de Yule est sa blancheur absolue, dénuée de veines grisées. Sa beauté lui a valu d'être choisi pour la construction de plusieurs monuments nationaux, dont le Lincoln Memorial à Washington. Contrairement à la plupart des carrières de marbre, celle-ci est entièrement souterraine. Des blocs de deuxième choix sont empilés à l'extérieur pour être vendus à prix réduit. En 2004, le marbre de Yule est devenu la pierre officielle du Colorado. Aujourd'hui, la majeure partie de la production est exportée en Italie ou en Chine. Mais le premier bâtiment réalisé avec ce matériau est beaucoup moins exotique. C'est le Capitole du Colorado. Quand le Colorado est devenu un État américain en 1876, Denver a été désigné comme capitale. Mais le projet controversé de son bâtiment officiel a retardé les travaux pendant des dizaines d'années. Ce n'est qu'en 1908 que le dôme géant a enfin été terminé et tapissé d'une couche de feuilles d'or. Un hommage aux premiers mineurs et aux hommes qui ont fondé la ville de Denver. Peu de temps après le début de la ruée vers l'or, un saloon a été ouvert à proximité du gisement. C'était le premier édifice permanent de ce qui n'était alors qu'une petite ville minière. Au cours des 30 années suivantes, Denver est devenu un passage obligé pour les prospecteurs en route vers les mines. En 1890, elle comptait une centaine de milliers d'habitants
et c'était la deuxième plus grande ville de l'Ouest après San Francisco. Les premières banques, postes et librairies étaient situées ici, dans Larimer Square, devenue aujourd'hui une rue commerçante très chic. Depuis, la ville a changé d'aspect. Parmi les constructions modernes, une curiosité futuriste sort du lot. Le musée d'art de Denver n'a rien de contemporain, puisqu'il existe depuis 1893. Mais plus la collection d'art moderne s'est au fait, et plus la forme jurait avec son contenu. C'est pourquoi, en l'an 2000, l'architecte Daniel Libeskind a été choisi pour dessiner de nouvelles galeries et remettre le musée au goût du jour. Libeskind s'est inspiré de l'aspect angulaire des montagnes rocheuses. Il a fait couvrir le nouveau musée de 9000 panneaux de titane. À l'extérieur se dresse le Big Sweep, une sculpture de 10 mètres de haut représentant un balai et une pelle, dessinée par les artistes Klaas Oldenburg et Koje van Bruggen. Les montagnes rocheuses ont influencé plusieurs constructions extravagantes à Denver. À la sortie de la ville, une série de pics se dessine à l'horizon. C'est le terminal Jeppesen de l'aéroport international de Denver. Une fine couche de fibres de verre recouverte de téflon enveloppe le bâtiment, qui évoque les sommets enneigés des Rocheuses. À l'intérieur, ses murs sont tapissés de marbre de Yule. En 1973, l'architecture du Colorado a attiré l'attention du cinéaste Woody Allen alors qu'il cherchait un décor futuriste pour sa parodie de science-fiction Woody et les robots. Il l'a trouvé ici, sur le mont Genesee, à quelques kilomètres de Denver. Perchée dans les arbres, cette maison a été dessinée par Charles Deaton dans les années 1960. Pour l'architecte, les gens ne sont pas rectilignes. Alors pourquoi les enfermer dans des cubes? C'est dans cette maison que le héros du film de Woody Allen se réveille après avoir été congelé pendant 200 ans. Il découvre un monde à 1000 lieues du New York du XXe siècle. Le film a été un succès commercial immédiat et a rendu cette maison célèbre. Au-delà de son architecture, Denver est connu des amateurs de football américain pour son équipe locale, les Denver Broncos, dont le fief est le stade de Mile High. Les Broncos ont multiplié les victoires et jouent à guichet fermé depuis les années 1970. Dans les années 1990, Denver était une ville en plein essor. Les salaires élevés, la qualité de vie et la facilité d'accession à la propriété faisaient rêver le reste des États-Unis. Le choc n'en a été que plus brutal lorsque l'horreur a frappé la région. Ce matin du 20 avril 1999, 2 élèves du lycée Columbine ont ouvert le feu dans l'enceinte de l'établissement. Ils ont fait 13 morts et 24 blessés avant de se suicider. La tragédie a ébranlé le monde. Aujourd'hui encore, l'incompréhension reste totale. La vie a repris son cours, mais les événements restent gravés dans les mémoires. En ce samedi d'automne, Columbine ressemble à n'importe quel autre lycée. Les pom-pom girls et l'orchestre se préparent pour un match. La bibliothèque, où la majeure partie de la fusillade s'est produite, a été démolie et reconstruite. Un mémorial s'y dresse en hommage aux victimes.
Le lycée Columbine se trouve dans la zone montagneuse appelée Front Range, là où les Rocheuses rencontrent les Grandes Plaines. À l'est, des terres agricoles s'étendent sur 240 km jusqu'à la frontière du Nebraska et du Kansas. Beaucoup associent le Colorado aux montagnes rocheuses, mais presque 50% des terres sont consacrées à l'agriculture. C'est l'un des 10 premiers États producteurs de luzerne, de pommes de terre et de laine. Là où les montagnes et les plaines se rencontrent, un phénomène géologique étonnant se produit. Notamment ici, dans la vallée de San Luis. Cette vallée, située dans le sud de l'État, est bordée par les montagnes Sangre de Cristo à l'est. Son altitude moyenne de 2280 mètres en fait la plus haute vallée alpine d'Amérique du Nord. Au fil du temps, les torrents ont déversé des sédiments dans la vallée. Les vents de sud-ouest les ont poussés vers la chaîne Sangre de Cristo. Mais quand le vent souffle des montagnes à contresens, les sédiments restent pris au piège. Ils ont fini par former ces dunes de sable qui couvrent une superficie de 60 000 hectares. Ces dunes, qui peuvent atteindre 230 mètres par endroit, sont les plus hautes des États-Unis. Elles font partie du parc national de Great Sand Dunes. La région est pleine de surprises géologiques, mais certaines ne sont pas visibles à l'œil nu. L'amphithéâtre naturel de Red Rocks, au pied des Rocheuses, attire des milliers de touristes chaque année. Il est célèbre pour son acoustique exceptionnelle. Le groupe U2 a contribué à sa notoriété en y réalisant le clip vidéo Sunday Bloody Sunday. Là où les salles de concert dépensent des fortunes pour perfectionner leur acoustique, les parois très anguleuses de ces rochers immenses offrent un son d'une rare perfection, naturellement. Et ce, grâce à un phénomène géologique apparu il y a 300 millions d'années. Une série de pics en grès court le long de la cordillère Front Range en direction du sud. Poussées vers la surface par les forces géologiques, ces formations rocheuses ont été lissées par des millions d'années d'érosion. Le parc de Red Rocks appartient à la ville de Denver depuis 1928, mais il est passé entre de nombreuses mains. Il a aussi changé de nom plusieurs fois. En 1870, un juge du Colorado l'aurait baptisé Jardin des Anges. Puis en 1906, le directeur d'un magazine de mode a racheté les terres et rebaptisé l'amphithéâtre le Jardin des Titans. Des noms inspirés à l'image de la spiritualité qui semble planer sur cette partie du Colorado. Ces 20 dernières années, la ville voisine de Colorado Springs est devenue une capitale religieuse. Ici, ce ne sont pas des montagnes, mais des chapelles démesurées qui dominent les plaines. Une centaine de congrégations évangéliques et chrétiennes y sont installées. C'est devenu la ville du christianisme conservateur. L'une de ces églises a été ébranlée par un scandale. Dans les années 2000, le pasteur évangéliste Ted Haggard prêchait avec force le refus de l'homosexualité devant plus de 10 000 fidèles.
Mais, accusé par un homme d'avoir été son amant contre rétribution pendant 3 ans, le pasteur admet en 2006 avoir été coupable de débauche sexuelle. Il a dû quitter son église et tente depuis de retrouver un public. Au-dessus de Colorado Springs, au pied des Rocheuses, un centre spirituel se distingue des autres, la chapelle des cadets de l'école de l'US Air Force. C'est le monument le plus visité du Colorado. Des offices bouddhistes, juifs, chrétiens et musulmans ont lieu ici, sous le même toit. La chapelle se trouve au centre d'un complexe moderne dessiné par l'architecte américain Walter Netsch. C'est ici qu'est formée la future génération d'officiers de l'US Air Force. Les 17 flèches de la chapelle représentent des jets au décollage. Nombre de diplômés de cette école atterrissent non loin de là, à la base militaire de Peterson. Certains ont la chance de piloter ce V-22 Osprey. Cet appareil hybride très controversé décolle comme un hélicoptère, mais plane comme un avion. Peterson accueille la force spatiale des États-Unis. Créé en 1982, ce commandement de l'armée américaine contrôle les satellites et les cyberopérations. Le Global Strike Command a repris les opérations nucléaires en septembre 2009. Du haut de ses 4300 mètres, le pic Pikes domine la base militaire et la ville de Colorado Springs. Un petit train à wagon unique se hisse lentement jusqu'au sommet. De fabrication suisse, il est équipé de roues dentées pour l'empêcher de dérailler. La pente est trop raide pour un train ordinaire. Atteindre le sommet de ce pic n'a pas toujours été aussi facile. Avant la construction de cette voie ferrée en 1890, l'ascension se faisait tout d'abord en carriole, puis à dos d'âne dans la section la plus escarpée. Le pic Pikes doit son nom au lieutenant explorateur Zebulon Montgomery Pike qui a tenté d'atteindre son sommet en 1806. Plus tard, au milieu du 19e siècle, le site est devenu l'un des emblèmes de la ruée vers l'or au Colorado. Les paysages qui s'étendent à perte de vue sont toujours aussi exceptionnels. Des hardes de cerfs et lafs vivent sur les versants de ces montagnes. Ces animaux sont plus nombreux dans le Colorado que partout ailleurs aux États-Unis. Ils s'épanouissent dans ces forêts, où la végétation est dense et riche en nutriments. Non loin de là, une chèvre des montagnes rocheuses cherche son troupeau. Cette espèce ne se rencontre qu'en Amérique du Nord, jusqu'en Alaska. On a beau grimper très haut dans le Colorado, un endroit reste invisible vu du ciel. Et pour cause, le gouvernement américain a tout fait pour le dissimuler pendant plus de 50 ans. À quelques minutes du pic Pikes, ce qui ressemble à un puits de mine est en réalité l'entrée d'une base militaire secrète. Quand le commandement de la défense aérospatiale de l'Amérique du Nord, ou NORAD, a été créé en 1957, il a fallu l'installer en lieu sûr.
Son rôle était alors de surveiller les missiles soviétiques et de se préparer à une guerre nucléaire. Les ingénieurs de l'armée ont élaboré cette forteresse cachée à 600 mètres sous le mont Cheyenne. À l'intérieur, 1800 personnes travaillaient dans des bunkers, montés sur ressort pour absorber les chocs d'une éventuelle explosion nucléaire. Les employés guettaient le ciel du monde entier à la recherche de missiles longue portée. Mais l'attaque nucléaire n'a jamais eu lieu. Et en 2006, presque 50 ans après sa création, le gouvernement américain a fait sortir les membres du NORAD de leur cachette. La sécurité nationale est menacée de façon différente aujourd'hui. Un bunker dans la roche n'est plus la meilleure défense contre les cyberattaques et le terrorisme. Un autre centre a été construit à proximité pour lutter contre ce genre de menaces, ou plutôt contre leurs auteurs. À 50 km au sud du mont Cheyenne se trouve ADX Florence, une prison supermax du gouvernement américain. Construit en 1994, c'est l'un des centres de détention les plus sécurisés au monde. Il est d'ailleurs surnommé l'Alcatraz des Rocheuses. Plus de 400 criminels internationaux considérés comme très dangereux y sont incarcérés. Aucun n'est censé pouvoir s'évader et pour l'instant, ADX Florence est fidèle à sa réputation de forteresse inviolable. Les détenus passent 23 heures par jour en isolement. Des conditions d'incarcération extrêmes que certains ont comparées à être enterrés vivants. Un ancien gardien a même décrit l'établissement comme une version hygiénique de l'enfer. Derrière ces murs sont enfermés le terroriste américain Unabomber Theodore Kaczynski, l'ex-agent double Robert Hanssen ou encore Ramzi Youssef, l'un des planificateurs de l'attentat du World Trade Center en 1993. Cet attentat à la bombe qui a fait 6 morts et 1 millier de blessés augurait la tragédie qui frapperait les États-Unis 8 ans plus tard. Un événement que certains commémorent à 2 pas d'ici, dans les montagnes rocheuses. Ce chemin de fer abandonné offre un accès idéal au mont Manitou. Ce groupe de pompiers déterminés atteint péniblement le sommet. Chargés de bouteilles d'oxygène, ils viennent de gravir plus de 600 mètres sous le soleil brûlant du Colorado. Ils ne sont pas venus éteindre un feu ni secourir un randonneur. Ils sont là pour rendre hommage à leurs confrères morts dans les escaliers des Tours Jumelles le 11 septembre 2001. Puisqu'il n'y a pas de gratte-ciel dans cette partie du Colorado, ces pompiers ont décidé de gravir le mont Manitou à la place. Les anciennes traverses du chemin de fer forment un escalier de 1600 mètres de long. Cette excursion est également prisée des randonneurs qui veulent tester leur endurance, mais aussi des athlètes qui en ont fait leur terrain d'entraînement. Pour les lutteurs, les patineurs de vitesse et les joueurs de volley-ball, c'est même devenu un rite de passage. Le reste de l'entraînement a lieu ici, au pied de la montagne, dans le centre olympique de Colorado Springs. Ce complexe peut accueillir plus de 550 athlètes. Plusieurs grands sportifs américains ont été formés ici. Le centre se trouve à 1800 mètres au-dessus du niveau de la mer. L'activité physique est plus difficile pour l'organisme à cette altitude. Le corps a moins d'oxygène, les muscles travaillent plus efficacement et la capacité pulmonaire augmente. C'est l'endroit idéal pour repousser ses limites. Le stade de baseball de Denver porte le nom de Coors Field, un brasseur local.
Ce n'est pas l'altitude qui a attiré l'Allemand Adolf Kurz ici en 1873. C'est l'eau. Il a trouvé l'endroit idéal pour construire une brasserie sur le bord de la rivière Clear, au pied des Rocheuses. Kurz a commencé par vendre sa bière aux mineurs et sa petite entreprise a rapidement pris de l'ampleur. Chose rare, la production reste aujourd'hui exclusivement locale. La bière est brassée ici, avec la neige fondue des montagnes. Cette eau est d'une pureté exceptionnelle, car la rivière Clear prend sa source dans une zone géologique unique, le long de la Continental Divide. Cette crête marque la ligne de partage des eaux entre les océans Pacifique, Atlantique et Arctique. Elle traverse les États-Unis du Montana au Nouveau-Mexique. Dans le Colorado, elle passe par une série de pics à travers les Rocheuses. Le plus haut est aussi le point culminant de l'État, le mont Elbert. Ce randonneur, en route pour le sommet à 4400 mètres, marche sur la crête qui coupe l'Amérique du Nord en deux. À sa gauche, les précipitations et la neige fondue coulent en direction du Pacifique et approvisionnent en eau les habitants du sud-ouest. L'eau qui s'écoule à droite de la crête se dirige vers l'Atlantique et alimente les terres agricoles des plaines du Colorado jusqu'au Mississippi. Un quart de toute l'eau des États-Unis provient des Rocheuses. Protéger cette source naturelle est donc une priorité. Seul hic, les montagnes le long de la Continental Divide sont riches en minerais et il faut les extraire sans polluer l'eau. À 40 km au nord du mont Elbert, la mine Climax enjambe la crête. C'est l'une des plus grandes productrices de molybdène au monde. Et il s'agit d'un élément chimique essentiel à la fabrication de l'acier. Il est extrait d'un minerai appelé molybdénite. Sous ce dôme gigantesque, le molybdène est séparé de la roche par réduction de l'oxyde au four électrique. Les déchets sont ensuite envoyés dans des bassins de plusieurs kilomètres carrés. Sous ces bassins, une rivière souterraine se jette directement dans le réseau de distribution de Denver. Un système a donc été élaboré pour empêcher l'infiltration de produits chimiques dans le sol et garantir une eau saine. En 1974, la veille d'Halloween, l'écrivain Stephen King et sa femme ont dormi dans cet hôtel des Rocheuses. L'hôtel Stanley avait déjà la réputation d'être hanté. Depuis des années, les hôtes disaient voir régulièrement des spectres dans leur chambre et entendre le piano du salon jouer tout seul. Un décor idéal pour le grand maître de l'angoisse. Stephen King s'est inspiré de cet hôtel et de son histoire pour écrire son best-seller intitulé Shining. Dans le roman, l'hôtel a été rebaptisé l'Overlook. L'écrivain s'est même servi de son numéro de chambre, la 217, dans laquelle il a fait un cauchemar la nuit de son séjour. Elle est devenue la chambre 237 dans l'adaptation cinématographique du roman réalisée par Stanley Kubrick avec Jack Nicholson. Aujourd'hui encore, des personnages de fiction planent dans l'air.
Et l'esprit de Freelan Oscar Stanley, le fondateur de l'hôtel, arpenterait les couloirs. Si Stephen King était venu dans cette vallée au XIXe siècle, elle lui aurait probablement rappelé ses origines écossaises et irlandaises. Dans les années 1870, des immigrants britanniques se sont installés ici. Parmi eux, le comte de Dunraven, un Irlandais passionné de chasse. Il a acheté la majeure partie de la vallée pour créer une réserve. Les descendants de ces colons participent tous les ans à une grande commémoration de leur héritage culturel lors du festival écossais et irlandais de Longs Peak. Pendant 4 jours, des hommes et des femmes s'affrontent dans une série d'activités. Des joueurs de cornemuse venus de tout le pays tentent d'impressionner les juges pour obtenir le premier prix. La compétition est rude. Cette discipline, par exemple, est pratiquée depuis le Moyen Âge. À l'aide d'une fourche, chaque participant doit lancer un ballot de foin de 10 kg au-dessus d'une barre suspendue de plus en plus haut. Le vainqueur de cette année a dépassé les 10 mètres. Le festival de Longs Peak porte le nom d'une montagne qui se dresse au cœur d'un gigantesque parc national. À plus de 4300 mètres, le sommet est souvent plongé dans les nuages. Une cinquantaine de personnes sont mortes sur ces pentes depuis la première ascension en 1868. La foudre s'abat fréquemment sur le pic, recouvert de neige la majeure partie de l'année. Quand la neige fond, elle vient grossir les petits torrents qui descendent de Longs Peak et des montagnes environnantes. Ces torrents se rejoignent et forment la source du fleuve Colorado, bien avant qu'il ne traverse le Grand Canyon et se jette dans le golfe du Mexique. Pendant des années, les écologistes se sont battus pour protéger les ressources naturelles du parc. Ils ont eu gain de cause en 1915, quand le président Woodrow Wilson a approuvé la création du parc national des Montagnes Rocheuses. Le parc couvre environ 1000 km². Il compte une soixantaine de pics de plus de 3000 mètres. C'est le plus haut parc national des États-Unis. Le fleuve Colorado a creusé un passage vers l'ouest à travers les montagnes. Le résultat est spectaculaire. Le canyon de Glenwood traverse l'État d'est en ouest. Il a fallu des milliers d'années à la nature pour le sculpter. Il en a fallu 10 à l'homme pour tailler la route qui longe le fleuve. Dans les années 1960, le gouvernement américain a suggéré de faire passer une autoroute au fond du canyon. Craignant les conséquences écologiques pour le fleuve, des militants se sont fermement opposés au projet. Il est resté au point mort pendant de longues années, jusqu'au jour où les ingénieurs ont eu une idée révolutionnaire et respectueuse de l'environnement. Les voies sont suspendues sur des piliers au-dessus des berges du fleuve, réduisant ainsi l'impact au sol. Des tunnels ont été percés à travers les parois pour conserver intactes les rives du fleuve. Pour éviter que des embouteillages ne viennent entacher la beauté du paysage, le tunnel principal est équipé d'une technologie de pointe qui enregistre chaque véhicule à son entrée.
S'il ne ressort pas en temps et en heure, une alarme se déclenche. Cette autoroute, baptisée Glenwood Canyon Highway, fait preuve d'une architecture moderne et ingénieuse. Une autre infrastructure semble défier toute logique dans ce canyon géant. Un pont suspendu, le Royal Gorge Bridge. Ce pont en bois se dresse à 291 mètres au-dessus du fleuve Arkansas. Ses piliers de 45 mètres sont ancrés dans les falaises. Lors de son inauguration en 1929, c'était le pont suspendu le plus haut du monde et il a gardé son titre jusqu'en 2001. Aujourd'hui, c'est sans doute le plus vertigineux pour ceux qui osent l'emprunter. Le plus surprenant est que ce pont n'est pas conçu pour les voitures. Il est la pièce maîtresse d'un parc d'attractions qui propose notamment du saut à l'élastique et une traversée en télécabine. Le Royal Gorge Bridge a été commandé par la ville voisine de Canyon City à des fins touristiques. Commencé en juin 1929, il était achevé 6 mois plus tard. Le Colorado regorge d'infrastructures étonnantes, comme cette route d'apparence ordinaire sur le mont Evans. Ce pic de 4348 mètres repose sur un monticule de magma fondu. Une route de 45 km conduit au sommet. Elle couvre un dénivelé de 2000 mètres. Il a fallu 10 ans pour la construire. C'est la route en bitume la plus haut perchée des États-Unis. Elle conduit à l'un des observatoires les plus élevés au monde, dans le plus haut État d'Amérique. Cette vue exceptionnelle a inspiré plus d'un artiste, grisé par la sensation d'être sur le toit du monde. Comme s'il suffisait de tendre la main pour toucher le ciel.